Bonjour les investisseurs, bienvenue sur la chaîne Fabien Immobilier. Je suis Fabien Tatibouet, le CEO de la société d'investissement locatif clé en main Fabien Immobilier. Je suis également investisseur à titre personnel et chasseur immobilier. Aujourd'hui, sur la chaîne, on a le plaisir d'accueillir Jean-Yves Toul, qui est courtier en crédit immobilier, qui sera plus à même à répondre aux différentes questions que se posent les investisseurs et les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Jean-Yves, dans un premier temps, je te laisse te présenter. Oui, alors, bonjour Fabien, donc Jean-Yves Toul de Meilleur Taux, Saint-Sébastien-sur-Loire, donc je suis courtier en prêt immobilier, regroupement de crédit et assurance de prêt également, assurance emprunteur. L'objectif, c'est simple, c'est d'accompagner en fait les clients dans leur projet immobilier en leur déterminant leur capacité d'emprunt et en allant tout simplement leur négocier les meilleures conditions de financement. Ça, on obtient les meilleures conditions de financement grâce à notre volumétrie, principalement, pas que, mais principalement. Et puis derrière, le but, c'est certes de leur négocier les meilleures conditions de financement, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a bien évidemment le plus important à mes yeux, c'est de les accompagner à chacune des étapes clés du financement jusqu'à la signature définitive chez le notaire pour l'acte authentique. Merci pour cette présentation. On a effectivement le marché du crédit immobilier en 2023. Il y a beaucoup de questions qui viennent. C'est quelque chose qui est presque un petit peu anxiogène pour les investisseurs, pour ceux qui ont déjà investi, mais pour ceux qui n'ont pas encore investi. Justement, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Yves, alors le marché 2023, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer en 2023 sur les différents sujets? On rentrera un petit peu plus en détail. Bien sûr. Alors déjà, par rapport à l'année 2023, le constat, c'est qu'il y a une hausse des taux qui est soutenue, maintenue et visiblement durable. Oui. Voilà. Ça, on a vu la courbe monter comme ça. Exactement. D'ailleurs, à ce sujet, si on reprend, il y avait eu un observatoire Meilleur Taux qui reprenait justement l'historique des différents taux pratiqués à différentes périodes, donc je crois qu'il ça remontait à peu près à 10 ans, à quelque chose près. Le constat, c'est qu'au 1er janvier 2022, vous empruntiez grossièrement autour des 1% sur 25 ans. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique, on est plus proche des 3,50. Bon, bien évidemment, nous, à l'instant T, on sera toujours en dessous des standards appliqués du fait de notre volumétrie, mais il n'empêche, justement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les taux augmentant, même si on est en dessous des standards, on va quand même suivre cette tendance haussière. Ça a des conséquences directes sur la capacité d'emprunt des acquéreurs. Forcément, aujourd'hui, ils ont une capacité d'emprunt qui est diminuée. J'ai un exemple à te donner. Alors, je te donne de tête, après, ce sera illustré dans la vidéo, mais j'avais simulé pour voir à un an d'intervalle, donc sur le cas que je viens de t'exposer, donc une personne qui gagne 2000 euros, voir sa capacité d'emprunt. Je l'ai fait hors assurance, pour information, mais juste pour déterminer le delta de perte dans la capacité d'emprunt, dans l'enveloppe. Entre janvier 2022 aujourd'hui, sur un taux environ à 1% et un taux autour des 3,30 aujourd'hui sur 25, il perdait 40 000. Ah oui. Pour avoir un endettement à 35%. Et d'un autre côté, nous, on a des clients qui vivent à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie, au Canada, et ils me disent, les taux, là en France, ils sont encore très faibles, ils sont beaucoup plus importants dans ces pays-là. Exactement. Il y a des pays justement qui maîtrisent moins bien, on va dire, cette période d'inflation. En France, pour l'instant, c'est pas trop mal par rapport à nos voisins. Non, c'est vrai, c'est une réalité. Prenez le cas de l'Angleterre, par exemple. Après, voilà, c'est pas fini. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas fini. Je pense, après. Les professionnels vont toujours avoir, vont se limiter un peu dans les prévisions, ce qui peut être juste. Mais bon, là, il y a clairement une tendance. Je pense que les cas entre 4% et 4,5%, je pense qu'ils seront atteints cet été. D'accord, ok, 4 à 4,5. Oui, 4,5 cet été, vu la tendance. Voilà. Moi, aujourd'hui, pour en discuter auprès de certains partenaires bancaires, voilà, je pense que c'est pas
C'est pas impossible d'y arriver. Très bien, mais effectivement, ça nous change par rapport au 1% qu'on a pu connaître. Ça, c'est pour effectivement le taux du crédit immobilier, mais il y a également eu dans l'actualité le taux d'usure, c'est depuis juillet. Oui. On a été 2022, donc on a été confronté à ça, nous-mêmes sur nos premiers dossiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors, juste pour l'historique, pour situer, pour ceux qui regardent la vidéo, le taux d'usure, c'est quoi? Alors là, je vais rentrer un petit peu dans le détail, ce sera illustré aussi de la même manière avec une petite diapo à l'écran, pour fluidifier cela. Donc, vous avez ce qu'on appelle un TAEG. C'est quoi un TAEG? Taux annuel effectif global. Donc, quand vous empruntez de l'argent, le TAEG, c'est la traduction du coût de votre crédit. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les intérêts, donc d'emprunt, l'assurance de prêt, les frais de dossier bancaire et les frais de garantie. Ces 4 éléments vont être traduits sous forme de taux, donc le fameux taux annuel effectif global, TAEG. Si le TAEG est supérieur au taux d'usure, même si à la base vous êtes finançable, la banque ne peut pas vous octroyer le prêt. Voilà. Et ça fait beaucoup de mal, notamment sur des personnes qui ont effectivement très bons revenus. On voit que c'est très raisonnable l'investissement qu'ils veulent faire, et pourtant on ça leur touche dit tout le non. monde. Ça touche tout le monde. Est-ce qu'il y a des particularités quand même, des gens qui sont plus touchés que d'autres? Bien sûr. En fait, alors, déjà ça touche tout le monde. Pourquoi pas? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le taux d'usure, quand les taux d'intérêt ont augmenté, le taux d'usure il est calculé sur une moyenne des taux du trimestre précédent, mais qui ont été validés via l'acte notarié. Donc il y a quasiment 5 mois de décalage. Et comme tu nous as dit que les taux augmentaient rapidement, du coup exactement, ça crée un décalage. Ce qui fait que l'usure était trop bas par rapport au fameux TAEG dont je vous ai donné l'explication. Donc ce qui fait qu'il y avait un retard. Et c'est pour ça que les courtiers, alors là je ne parle pas que de meilleurs taux, mais les courtiers au sens large, et ont monté à leurs différentes échelles en fait certaines informations pour faire bouger les choses auprès des personnes qui étaient aux manettes, simplement, qui étaient en capacité d'apporter quelques corrections à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'en fait le taux d'usure a été révisé depuis le mois de février. Le taux d'usure est calculé, maintenant est réactualisé tous les mois. Ce qui est quand même mieux véritablement, ce qui a permis d'apporter un petit peu une bouffée d'oxygène. Et c'est valable, attention, parce que pour l'instant, c'est valable 6 mois à compter du mois de février 2023. D'accord? Donc le taux sera réactualisé tous les mois. Tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes plus touchées? Oui. Pourquoi? Parce que quand je vous expliquais tout à l'heure le TAEG, donc la traduction du coût de votre crédit, l'assurance de prêt, c'est une des parties prenantes en fait au calcul du TAEG. D'accord. Quand vous avez 20 ans, vous ne payez pas en fait la même cotisation d'assurance que quand vous en avez 60. Si vous êtes plus âgé, l'assureur, lui, sur sa table de mortalité, il va vous dire, voilà, à 60 ans, il y a plus de risques, tout simplement, qu'une personne qui a 20 ans. Donc, de fait, il y a une augmentation des cotisations. Forcément, ce total cotisation pèse plus lourd dans le coût total de votre crédit, ce qui vient augmenter votre TAEG et potentiellement le faire passer au-dessus du taux d'usure. Donc, les personnes, en fait, qui ont été un petit peu évincés et mis en retrait en fait des acquéreurs potentiels aujourd'hui, c'est clairement les plus de 50 ans, et il y a eu aussi les plus de 40 ans, et puis j'évoque aussi en substance certaines personnes qui ont des antécédents médicaux. Donc ça génère de la surprime, qu'ils aient 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, et ça peut les amener à dépasser le taux d'usure. Là où par contre on apporte une plus-value, par rapport à cela, et ça c'est intéressant, c'est justement sur cette fameuse délégation d'assurance. Il arrive d'avoir des partenaires bancaires, lorsqu'on négocie l'assurance avec eux, qui nous disent, bon voilà, aujourd'hui nous on va être usuraire, donc le TAEG va dépasser le taux d'usure, est-ce que vous pouvez justement, est-ce que vous avez d'autres leviers vous, à le niveau? Et nous on en a justement avec les assurances de prêt qui sont moins coûteuses pour un niveau de garantie équivalent. Donc je vais juste nuancer mes propos sur un point, parce que ça c'est assez important. Les plus de 50 ans, c'est encore différent à certains endroits. Je pense que notre levier sur les assurances de prêt, avant 50 ans, il est vraiment impactant. Après 50 ans, c'est différent, parce que les assurances de banque mutualisent le risque. Pour faire simple,
En fait, effectivement, ils vont mettre un taux moyen. Ouais, Ça c'est va être ça. avantageux si les personnes sont plutôt Âgé. âgées C'est ou ça. ont des problèmes de santé, etc. Oui. Ça va être avantageux pour eux, ils vont payer moins cher. Mm. Mais à contrario, pour quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, Mm. lui va payer plus cher. Et du coup, une assurance avec une délégation d'assurance C'est va ça. proposer un taux qui est bien meilleur. Moi, je l'ai bien vu pour moi. Mm. Je vais à peu près diviser par 10 Ouais. le coût de l'assurance. Exactement. Cette délégation, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, il y a eu des évolutions. Oui. À quel moment c'est possible? Pour qui? Tu veux détailler un petit peu Oui, ça? Parce bien que sûr. c'est vraiment un effet de levier pour obtenir un financement Oui, aujourd'hui. alors je vais être plus succinct pour le taux d'usure. Donc, la loi Lemoine, pour faire simple, aujourd'hui, dès lors que vous avez un encours de prêt donc, inférieur à 200 000 et que votre prêt se termine avant vos 60 ans, du coup, vous n'êtes pas obligé de compléter un questionnaire de santé. Donc déjà, dans le processus, ça accélère après l'édition des offres de prêt. Oui. Donc ça, c'est mieux. Après, l'autre vertu de la loi Lemoine, c'est tout simplement d'aller justement offrir la possibilité donc aux emprunteurs de changer d'assurance quand bon leur semble. Il n'y a pas de délai de préavis aujourd'hui. Du moins, la loi Lemoine a permis la suppression des différents délais de préavis des lois précédentes. Je pense notamment à la loi Bourquin, Hamon, et puis initialement à la loi Lagarde, qui avait tout à la base vocation quand même à faire évoluer le marché de l'assurance emprunteur, mais comme dans tout, véritablement, il y a une succession de lois qui permet après véritablement d'atteindre l'excellence. Et je pense qu'avec la loi Lemoine, on s'en rapproche. Ça va vraiment dans le sens des consommateurs. Ça veut dire qu'avec cette délégation d'assurance, on peut la faire à tout moment. C'est-à-dire, on peut d'abord souscrire à l'assurance de la banque, proposée par la banque, Oui, tout à puis fait. on peut résilier après. C'est ça. Ou alors on a pu demander en amont à la Tout à banque, fait. dire voilà, je voudrais faire une délégation, Mm. si la banque l'accepte à ce moment-là. Oui, Mais dans tous exactement. les cas, il sera possible de changer. Oui, en fait, la banque aujourd'hui a son principal objectif, c'est de s'assurer quand même que lorsqu'il y a une déliaison du contrat d'assurance, d'avoir un minima et des garanties en fait qui soient équivalentes. Il y a des textes de loi qui certes donnent la capacité auprès de l'emprunteur de résilier son contrat auprès de la banque et de trouver un autre contrat d'assurance, mais encore faut-il que le niveau de garantie soit équivalent. C'est pour ça que nous, par exemple, quand on a l'occasion, par exemple, de réaliser ce genre d'opération, on met tout simplement les garanties au plus haut. Donc, ce qui arrive de temps en temps, c'est d'avoir justement des garanties, même assez souvent, qui sont supérieures avec un coût moindre, tout simplement. Attention pour les plus de 50 ans, une fois de plus, parce que là, je reviens quand même là-dessus, et ça, c'est quand même pour les coûts. Pour le coup, je trouve que quand même, faut aussi dire, les acteurs bancaires sont quand même bons à ce niveau-là, dans le cadre de la mutualisation. Autant pour un jeune, il va se dire, voilà, je préfère prendre ma délégation d'assurance, qui est assez logique. Autant pour une personne qui a plus de 50 ans, le contrat d'assurance individuelle, des fois, ça se vaut, quoi. Donc voilà, donc les banques s'en sortent quand même pas trop mal avec ce principe de mutualisation pour les plus de 50 ans. Très bien. Là, depuis le début de la vidéo, on a parlé des taux, on a parlé du taux d'usure. On a parlé là de la loi Lemoine avec la possibilité de faire une délégation d'assurance. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de durée de crédit? Parce que c'est aussi un autre levier pour pouvoir obtenir son financement. Oui, tout à fait. Au niveau des durées de crédit, on va dire, sur l'investissement locatif, c'est majoritairement du 20 ans. Après, on peut avoir du 25 ans. Voilà. Ok. À contrario, pour la résidence principale, 25 ans, voilà. Mais sur bien. du locatif, généralement, ça va être du 20 ans avec possibilité d'aller sur du 25 quand même. D'accord. C'est pas la majorité. Très bien. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres effets leviers pour le financement? Oui, dans le cadre de tes investisseurs. Ce qui est intéressant aujourd'hui, il y a justement la loi climat. Ça, c'est important de l'évoquer par rapport au diagnostic de performance énergétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, on manque de biens. Voilà, la demande est trop importante par rapport à l'offre réelle sur le marché. La loi climat, avec ses premiers effets à partir de 2025, de janvier 2025,
Donc interdira à la location les biens classés G. D'accord. Donc les propriétaires bailleurs ne pourront plus mettre en location ces biens-là. Donc soit ils réalisent des travaux pour les rendre moins énergivores entre guillemets, ou alors ils les vendent. Et apparemment, voilà, il y aurait quand même pas mal de ventes. On constate qu'il y a beaucoup Et ça de commence ventes sur déjà ça. à évoluer déjà. Effectivement, après, c'est surtout effectivement des gens qui ont pas envie, par exemple, de réaliser des travaux, des choses comme ça. Ils se disent, Ouais. c'est peut-être le moment de vendre mon bien immobilier. Bien sûr. Et effectivement, il y a d'autres qui en achètent et ça peut être l'opportunité de faire une bonne affaire. Mais là, pour le financement, effectivement, c'est ça, c'est quelque chose de plus complexe. Alors, Parce qu'effectivement, les banques vont se dire, bah, si il est classé G, ça va poser des difficultés à un moment, donc il va falloir qu'il réalise des travaux et ça, il faut qu'on le budgétise. C'est pour ouais, ça. tout à fait. Et en fait, c'est intéressant quand même pour l'investisseur ou même comment dire, le primo-accédant. Il y a deux points qui sont intéressants à ce niveau-là par rapport à ce DPE. Premier point, c'est la négociation. Vous négociez pas de la même manière un bien qui est en G et un bien qui est en A. Voilà, c'est Ça, clair. c'est sûr. Ça va changer les tendances du marché. Ça, c'est évident. Bah, ça, on le voit hein, au niveau des prix. Et Ceux plus qui ça sont va classés aller, G ou F. plus vous allez voir. En théorie, pour moi, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Après, c'est quand même une belle opportunité. Alors, aujourd'hui, pour un investisseur, c'est une belle opportunité parce qu'il y a le levier de la négociation. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur le DPE, en page 6, vous avez en fait les travaux essentiels qui sont mentionnés. Et en fait, ça a pour objectif en fait de synthétiser les travaux qui permettraient en fait au logement d'acquérir une note plus raisonnable, donc d'être un logement du coup moins énergivore. Et qui pourrait du coup continuer à être loué. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça on ne le dit pas suffisamment, lorsque les banques c'est vrai aujourd'hui regardent de plus en plus du coup le résultat de cette cotation au niveau du DPE, mais elles vont s'assurer que les devis sont concordants par rapport aux préconisations mentionnées sur le DPE. Ça c'est quand même important, c'est-à-dire que si votre DPE préconise donc des travaux, ils vont s'assurer du coup que vos devis corroborent bien aux travaux qui sont précisés sur le DPE, mais ils vont s'assurer que le montant est sensiblement le même. Qu'il y ait une différence entre les deux, ça peut s'expliquer, normal. mais à un moment donné, il ne faut pas que le delta soit trop important, sinon voilà, la banque va s'interroger aussi à cet endroit-là. De toute façon, ça serait mettre en risque l'investisseur. Ah, évidemment, le DPE opposable en plus, Ouais. aujourd'hui. Donc, enfin... moi, je pense que donc c'est... là, il faut avoir un raisonnement effectivement logique et se dire qu'effectivement, on va rentrer, il va falloir faire des travaux dans un appartement qui est HTG. Oui. Là, la différence, elle se fait effectivement, c'est au niveau du prix d'achat, puisqu'il y aura peut-être davantage de négociations. En tout cas, le prix d'achat sera inférieur par rapport à un bien qui aurait été bien classé. Ce qu'il faut après, c'est calculer le delta et le gain à gagner. C'est ça. Mais ça, c'est une histoire après de trésorerie, donc il faut mieux le rentrer dans le plan de financement. Et effectivement, nous on a vu des refus hein, sur des appartements qui sont mal classés. Ce qu'il faut savoir, c'est l'expliquer. Ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir des devis de travaux à côté, même si vous réalisez les travaux par vous-même. En fait. Bien sûr, oui, complètement. Et juste pour rebondir, alors sur Nantes, moins concerné, mais il y a des zones comme aujourd'hui à l'instant T, hein, des zones B2 ou C, où justement les personnes qui vont acquérir une résidence principale, alors ils vont être confrontés à la même problématique en fait que les investisseurs quelque part, parce que eux, certes, on pourrait se dire, mais c'est pour y habiter, donc ils n'ont pas besoin de faire des travaux. Si, ils vont quand même être contraints par les acteurs bancaires de réaliser les travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf quelqu'un qui achète comptant, auquel cas lui, il n'a pas de contrainte, il est libre de faire ou pas ses travaux, mais quelqu'un qui va justement avoir besoin d'un financement, qui va passer par justement par une banque, bah, la banque, même si c'est sa résidence principale, va lui demander de réaliser des travaux comme ça peut être préconisé sur le DPE. Si le bien est mal classé, généralement c'est quand même F et G principalement, voilà, qui sont dans le viseur. Après, eux, pour basculer sur du D, les travaux normalement sont moins importants. Donc voilà, c'est. Puis on a une visibilité sur un peu plus de 10 ans déjà, voilà, ça, sans avoir de contraintes. Donc, oui, tout à fait. Et l'avantage que peuvent avoir aujourd'hui, les avantages que peuvent avoir du coup les acquéreurs qui souhaitent justement se positionner sur des biens justement mal classés, hein, F et G. Ils peuvent très bien donc justement réaliser les travaux et sur les zones B2 et C, ils peuvent obtenir un prêt à taux zéro comme ils l'obtiendraient du coup dans le cadre d'une construction de maison individuelle par exemple ou de VFA pour un appartement
par exemple. Donc je pense que ça, c'est un autre levier. C'est un argument aussi pour comment dire, pour certains investisseurs qui peinent aujourd'hui, par exemple, pour X ou Y raison, qui veulent vendre un bien rapidement. Bah voilà, c'est un argument supplémentaire auprès de leurs acquéreurs. Voilà. Très bien. Brièvement, le prêt à taux zéro, tu veux nous dire quelques mots dessus? Bah, brièvement, aujourd'hui, le prêt à taux zéro, je pense il y a de plus en plus, j'ai de plus en plus de clients en effet qui, aujourd'hui, le prix de la construction a flambé, hein, plus 25% à quelque chose près sur une période d'un an, un peu plus d'un an. On voit bien que les constructeurs aujourd'hui sont un peu plus en difficulté. Oui. Voilà, c'est une réalité hein, économique. Après, forcément, il y a un changement au niveau des modes de consommation. Fatalement, aujourd'hui, vous pouvez plus acheter dans enfin, vous pouvez plus. Attention, vous avez plus de difficultés à acheter du neuf. Bah, qu'est-ce que vous dites? L'ancien avec la rénovation, ça peut être un entre-deux. Pour les personnes qui voulaient pas se positionner sur de l'ancien, qui voulaient entre guillemets ajouter leur petite touche personnelle, voilà, la rénovation, ça s'avère quelque chose finalement d'assez opportun parce que ça peut être couplé en fait aux avantages aux avantages financiers du prêt à taux zéro, comme pour le neuf. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se questionnent par rapport à ça aujourd'hui. D'accord. Et j'ai l'impression, alors après, voilà, ça n'engage que moi, mais qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau des acquéreurs, et que de plus en plus osent franchir le pas en fait de la rénovation. Oui. Voilà. C'est la sensation que j'ai au travers des échanges que je peux avoir. Puis ensuite, on a parlé du prix des travaux, etc., qui avait beaucoup augmenté, aussi des indisponibilités des artisans. Ouais, Et là, depuis janvier, ça commence à se rééquilibrer aussi, ils sont beaucoup plus disponibles, les prix reviennent sur quelque chose davantage normal. Donc là, effectivement, la rénovation retrouve de l'attrait à mon sens. Oui, bien sûr, oui, complètement. Je pense que ça va... De toute façon, il y a toujours des phases un petit peu charnières, on est en plein dedans. C'est-à-dire que quand il y a eu l'augmentation des taux qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai que c'est sur le dernier, les conséquences sur l'immobilier, ça a eu effet surtout sur le dernier trimestre 2022. Après, c'est comme tout, je pense qu'il y a beaucoup d'acquéreurs aujourd'hui qui sont dans l'attente, entre guillemets, de se dire est-ce que avoir une espérance justement d'un retour entre guillemets à la normale, donc des taux qui soient revus à la baisse. Aujourd'hui, clairement c'est pas le cap qui est donné. Par contre, il y a un point qui est quand même assez déterminant et ça on verra dans le futur comment va se comporter l'immobilier, mais si les taux augmentent, comme ils sont en train de le faire actuellement, et ça jusqu'à fin de l'année du coup 2023, et que l'immobilier résiste. Là, pour moi, c'est vraiment un gros problème. Alors, c'est pas le blocage du marché, en fait, pour moi, le principal problème. Ça va au-delà, c'est de se dire, comme dans tout, c'est cyclique. À un moment donné, la politique monétaire, si vous voulez relancer un petit peu la machine, vous pouvez tomber dans le piège de dire il faut qu'on baisse les taux. Si l'immobilier n'est pas suffisamment bas par rapport à la mécanique des taux, parce que normalement c'est un vase communicant, hein, les taux augmentent, l'immobilier doit baisser. Ça a été le cas des années, hein, quand les taux baissaient, l'immobilier augmentait au fur et à mesure. Là, on voit bien que la tendance, ça ne s'inverse pas. Ou alors difficilement, faiblement. C'est ça. Et demain, imaginons, fin d'année, les taux ils se poursuivent, voilà, il y a toujours cette augmentation. Et finalement, pour lancer un petit peu la machine, 2024, il y a une baisse des taux. Qu'est-ce que ça va engendrer? Une bulle. Parce que du coup, ça va venir réaugmenter. Fatalement, vous vous mettez dans la tête d'un vendeur. Le vendeur, il se dit, c'est super, on a réussi à maintenir du coup un prix de l'immobilier suffisamment, on va dire, stable, malgré l'augmentation des taux. Et demain, les taux baissent, le vendeur se dit du coup l'acquéreur a une capacité d'emprunt qui va être supérieure, donc j'augmente mes prix, entre guillemets. Ça c'est la crainte à avoir. Moi je pense qu'aujourd'hui, parce que bloquer qu'il y a un blocage entre guillemets du marché immobilier, j'y crois assez peu aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande.
Ça, c'est une réalité. On verra après avec l'arrivée des nouveaux biens, avec les DPE, les biens mal classés, voir comment ça se rééquilibre au niveau de l'offre et la Tout à demande. fait. Et puis quand tu dis ça, il y a aussi le neuf. Là, les constructions neuves, Oui, il y en a beaucoup moins. qui sont à l'arrêt, donc c'est le futur marché de l'ancien, donc ça réapprovisionne pas la chaîne de rotation, donc ça c'est problématique aussi. Effectivement, là, au niveau du scénario, là, celui que tu mets en point, ça serait le pire. Le pire surtout pour les primo-investisseurs. Parce que alors là, ils se retrouveraient avec justement un coût de revient qui serait nettement supérieur à aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, ça pourrait être un scénario qui pourrait se produire. Et ça c'est vraiment pour moi la crainte à avoir, elle est plus à ce niveau-là. Après, il y a d'autres leviers aujourd'hui. On a parlé brièvement, mais de l'endettement à 35%. Ça, c'est pourquoi c'est 35%? Pourquoi c'est pas 37%? Pourquoi c'est pas 33%? Ça, c'est le Haut Comité de surveillance financière qui dit, bah voilà, aujourd'hui on met des normes, etc. Mais quand vous avez un blocage du marché immobilier, et on sait très bien qu'on dit quand le bâtiment va, tout va. Et c'est pas neutre de dire ça, c'est une réalité, c'est un grand pan de l'économie. Ça a toujours été le cas. Et ben, fatalement, aujourd'hui, avec un immobilier qui est un petit peu plus tendu, on va dire, il y a d'autres leviers. Et puis à un moment donné, c'est comme tout. Dans ces cas-là, certaines banques en parlaient, mais c'est vrai que entrevoir l'idée de se baser plus sur le reste à vivre plutôt que le taux d'endettement, comme ce fut le cas avant la période Covid, vous pouviez passer des dossiers à 40%. Si le reste à vivre était bon derrière, ce ratio d'endettement aujourd'hui, voilà, dans certains cas, finalement, il n'est pas toujours très justifié. C'est pas toujours justifié pour des gens qui ont de très bons revenus. Bien sûr, c'est pas justifié, effectivement. Et puis, faut savoir, quand on généralise un petit peu les choses et qu'on met bout à bout tout ce qui est en train de se passer, les hauts revenus, c'est davantage plus, mais généralisé, plus en fin de carrière. Les profils investisseurs, c'est plus une fois qu'il y a la résidence généralement principale, généralement, une fois plus, une fois qu'il y a un patrimoine la résidence principale qui a été mise en place avec d'autres investissements derrière. Là, aujourd'hui, donc c'est essentiellement les plus de 45, 50 ans dans certains cas, qui avaient les reins solides, qui pouvaient encore, entre guillemets, faire face à un immobilier assez haut. Eux, ils ont été doublement pénalisés parce qu'il y a eu le taux d'usure, donc ils sont sortis du jeu directement. Et puis il y a eu aussi les taux d'intérêt. Donc là, ça a pénalisé tout le monde. Donc voilà. Donc l'idée de se dire demain, pourquoi pas une révision du taux d'endettement, franchement, c'est pas à exclure. En fonction de l'état du marché immobilier, c'est vraiment pas à exclure. Je pense qu'il y aura des changements. De toute façon, quand les choses n'évoluent pas, elles ne peuvent pas rester statiques. Voilà, la nature va avoir du vide, donc forcément, il y a des changements. Est-ce que tu veux nous donner un dernier conseil? Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que si vous avez un coup de cœur sur un bien, il faut se positionner. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus, on n'a pas non plus, là j'ai exposé tout à l'heure visiblement la tendance quand même actuelle à l'augmentation des taux, mais voilà, on n'a pas non plus, avec exactitude des prévisions qui... en tout cas, en fait, il y a tellement de paramètres. Il y a différents paramètres, même si on peut penser que globalement c'est ce qui va se passer, il peut se passer, entre guillemets, diverses choses. Donc, si coup de cœur il y a et que ça rentre dans le budget, clairement, il faut y aller aujourd'hui. Voilà. C'est comme tout, quand c'est un coup de cœur, je pense qu'il faut y aller. Après, le plus important quand même, aujourd'hui, moi, quand j'ai l'occasion de réaliser des simulations de financement pour calculer donc la capacité d'emprunt, ce que je dis bien auprès de mes clients, c'est qu'aujourd'hui, je pars sur des simulations volontairement standards pour anticiper la hausse des taux, parce qu'ils ne trouvent pas un bien comme ça en claquant des doigts. Généralement, s'il y a 1, 2, 3 mois de recherche minimum, et auquel cas je réactualise la simulation si besoin. Mais au moins, pendant ce laps de temps, il dispose d'une enveloppe, entre guillemets, qui sera consolidée et qui sera encore valable, même 2-3 mois après. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça sert à rien de faire une simulation au cordeau avec derrière, en hypothétisant les fruits d'une négociation future, si derrière, au bout de 2 mois, celle-ci est périmée et que votre client, futur hacker, se positionne sur un bien, signe un compromis, alors que du coup, il dépasse à ce moment-là les 35% d'endettement. Oui. Merci Jean-Yves pour ton retour d'expérience et d'être venu nous voir sur le plateau.
Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Chaque jour, sur nos réseaux sociaux, on publie du contenu qui va vous aider à investir dans l'immobilier. Également, si vous voulez échanger avec l'un de nous, donc si c'est sur le financement ou un projet d'investissement locatif, téléphonez-nous, vous avez le lien dans la description de nos sociétés. Et puis, ça sera un plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci Jean-Yves. Merci à toi, à bientôt.